Le mystère de la passe Dyatlov. Adapté d'un podcast de Nick Crowley. À l'hiver 1959, un groupe de 9 jeunes randonneurs expérimentés entama un voyage dans les monts de l'Oural, en Russie. Ce n'était pas leur premier voyage, par temps froid, mais tragiquement il s'agirait du dernier. Au cours de l'expédition, les randonneurs ont rencontré quelque chose dans cette région supposément déserte qui a conduit à la mort de tout le groupe. Ce qui s'est exactement passé cette nuit-là reste encore inconnu, mais l'incident est depuis devenu l'un des plus grands mystères du monde criminel, avec des détails et des preuves parmi les plus choquants jamais vus. Et pour expliquer comment nous pouvons en savoir autant sur cette histoire, des appareils photos et des journaux appartenant au groupe ont en fait été retrouvés au campement, montrant les actions et les pensées des 10 randonneurs. L'histoire du mystère de la passe Dyatlov commence à l'Institut Polytechnique de l'Oural, où un groupe d'étudiants actuels et anciens forma une équipe pour traverser les montagnes de l'Oural. Ce voyage à ski n'était pas ce que l'on pourrait attendre d'un groupe d'étudiants. Chacun des membres du groupe des 10 hommes était certifié randonneur de grade 2, et l'achèvement du voyage les ferait passer au grade 3, qui, à l'époque, était la certification de randonnée la plus prestigieuse de l'Union soviétique. Pour cette raison, le voyage avait été pris très au sérieux. Alcool et cigarettes furent laissés de côté pour éviter toute forme de distraction. L'objectif était que les randonneurs atteignent la montagne Gora Otorten, et l'itinéraire qu'ils devraient emprunter était classé au niveau de difficulté le plus élevé. Malgré cela, le groupe restait confiant dans sa capacité à mener à bien ce voyage, car ils étaient correctement préparés et correctement entraînés. Leur périple commença le 25 janvier, lorsque le groupe se mit en route vers le village de Visaï. Une fois sur place, les randonneurs se reposèrent pour la nuit et entamèrent leur ascension le 27. Mais pour l'un des randonneurs, la malchance allait frapper très tôt. Un jour seulement après le début de la randonnée, le jeune Yuri Yudin, alors âgé de 21 ans, commença à souffrir de fortes douleurs articulaires. Yudin souffrait de nombreux problèmes de santé, et ce depuis longtemps, et les limitations que cela lui imposait étaient évidemment très frustrantes. Mais dans ce cas précis, ces problèmes de santé, même s'ils tombaient au pire moment, lui ont peut-être en réalité sauvé la vie. Les douleurs dans ses articulations étaient devenues insupportables, et Yudin décida qu'en restant, il ne ferait que ralentir le groupe. Il dit donc au revoir à son équipe et rentra chez lui, totalement inconscient de la tragédie qui allait bientôt se jouer. Le départ de Yudin laissa le groupe à 9 personnes, 7 hommes et 2 femmes. Le chef du groupe, Igor Dyatlov, était réputé extrêmement compétent et expérimenté, et d'après tous les témoignages, c'était un leader très respecté. Alors que le groupe traversait ce qui est aujourd'hui devenu le col de Dyatlov, une météo extrêmement mauvaise les fit perdre leurs repères et les amena finalement sur le flanc de la montagne Kholat Syakhl, ou comme elle était mieux connue par la tribu locale des Mansi, la montagne morte. À ce stade, il était tard, et le temps était tout sauf stable. Dyatlov prit alors la décision discutable de monter la tente et de s'y abriter jusqu'au lever du soleil. Il est encore communément pensé qu'aucun des randonneurs n'irait plus loin que ce point précis. Au cours de leur expédition, Igor Dyatlov avait dit à Yuri Yudin, lorsqu'il partait, que le groupe enverrait un télégramme une fois revenu de son voyage. Dyatlov pensait que l'expédition prendrait probablement 15 jours, mais que quelques jours seraient probablement possibles à cause de la météo imprévisible de la région. Yudin attendit le télégramme pendant des semaines, mais il n'arriva jamais. Cela le poussa à signaler le groupe comme disparu, et à la fin février, une équipe de recherche fut mise en place. Le 26 février, tout juste un mois après le départ de l'équipe de Dyatlov, une équipe de recherche parvint à localiser la tente dans laquelle les randonneurs avaient passé la nuit. Après enquête, on découvrit que la tente avait été découpée de l'intérieur par l'un des randonneurs. Mais étant donné leur expérience, ils n'auraient jamais fait ça à moins d'avoir été extrêmement effrayés par quelque chose. Et l'état de la tente montrait que le groupe l'avait probablement ouverte de l'intérieur afin de fuir quelque chose.
Réfléchissons à la folie de cette situation. Quelque chose a effrayé les randonneurs au point de vouloir fuir si vite qu'ils en ont lacéré leur unique abri. Non seulement ça, mais les randonneurs avaient quitté la tente si rapidement que la plupart ne portaient pas même de chaussures, et aucun n'était correctement habillé pour une température de moins 30 degrés, certains sortant de la tente uniquement en sous-vêtements. Peut-être encore plus choquant, les empreintes des 9 randonneurs furent découvertes s'éloignant du campement, ce qui révéla quelque chose d'étrange. Au lieu d'empreintes éparses comme on s'y attendrait s'ils fuyaient en courant quelque chose, elles étaient au contraire extrêmement organisées. Les randonneurs descendaient de la pente l'un derrière l'autre en file indienne, pieds nus ou en chaussettes, presque sans vêtements, alors qu'ils commençaient lentement à mourir de froid. Entre la tente découpée et la marche en file indienne, il est déjà très clair que quelque chose d'absolument inhabituel s'est produit cette nuit-là. Mais les choses ne firent que devenir plus étranges à mesure que les corps furent découverts. Les enquêteurs partirent le matin du 27 février avec une forte confiance dans l'idée que les membres du groupe seraient retrouvés vivants. La tente avait été localisée, les empreintes aussi, il ne restait plus qu'à trouver ces randonneurs extrêmement expérimentés. En fouillant la zone autour d'un bosquet d'arbres, un membre de l'équipe de recherche remarque quelque chose de brun dépassant de la neige près d'un vieux cèdre. En s'approchant, ils virent que toutes les branches de la partie inférieure de l'arbre avaient été brisées, ce qui pourrait suggérer que quelqu'un avait essayé de grimper. Les restes d'un ancien feu de camp furent également trouvés sous l'arbre, et c'est à côté de ce feu que les premiers corps furent découverts. Yuri Doroshenko fut le premier randonneur retrouvé. Il était allongé face contre neige, portant un t-shirt à manches courtes et un short de bain. Il portait 2 chaussettes, mais pas de chaussures. Doroshenko avait une importante brûlure sur le côté droit de la tête et sur le pied. De plus, un liquide grisâtre sortait de sa bouche. Son corps était couvert d'égratignures et de bleus, et des oreilles, son nez et ses lèvres étaient couverts de sang. On suppose que ces blessures étaient auto-infligées, causées par l'agonie, alors que Doroshenko était littéralement en train de mourir de froid. Le liquide gris trouvé sortant de sa bouche est typiquement le signe que le corps a subi une forte pression au niveau de la cage thoracique. Cela suggère peut-être que Doroshenko était tombé de l'arbre ou que quelqu'un avait appuyé sur sa poitrine avec une force extrême. Malgré ces découvertes étranges, la cause officielle de la mort de Doroshenko fut indiquée comme hypothermie, et le détail du liquide grisâtre dans sa bouche ne figura pas dans le rapport initial. Le corps de Yuri Krivonischenko, 23 ans, fut retrouvé allongé à côté de Doroshenko, sous le cèdre. Il portait une chemise à manches longues et une seule chaussette. Son corps était fortement meurtri, avec de multiples coupures. Des brûlures furent trouvées sur son pied et le long de ses jambes, ainsi que sur ses 2 mains. À l'intérieur de sa bouche, on trouva un morceau de son propre doigt, ce qui aurait pu se produire alors que Krivonischenko se mordait les jointures afin de rester conscient, ou pour se retenir de crier. Une enquête ultérieure révéla que les 2 premiers corps avaient été déplacés après la mort. Ce qui a pu se passer dans ce cas, c'est que d'autres membres du groupe ont trouvé les 2 hommes morts et ont disposé leurs corps de manière ordonnée, par respect. D'autres membres du groupe auraient pu prendre leurs vêtements afin de les partager dans une tentative désespérée de rester au chaud. Le corps suivant à être retrouvé fut celui d'Igor Dyatlov, le chef du groupe. Dyatlov fut retrouvé sur le dos, les 2 poings serrés, et son corps avait lui aussi été clairement manipulé après sa mort. Dyatlov avait des écorchures et des bleus aux 2 chevilles, ainsi que des coupures et des contusions au visage. Il lui manquait une incisive dans la mâchoire, et le médecin légiste déclara que ces blessures étaient compatibles avec celles causées par une bagarre. Sa mort fut officiellement attribuée à l'hypothermie. Zinaïda Kolmogorova fut la première des femmes à être retrouvée. Elle était mieux habillée que les autres, mais l'une des manches de pull qu'elle portait avait sa partie droite arrachée. Elle avait des écorchures sur les 2 mains et des bleus sur le visage. Un autre long hématome fut trouvé sur le côté du corps, apparemment compatible avec un coup de matraque. Ces blessures indiquent un possible signe de lutte, et sa cause officielle de décès fut notée comme hypothermie due à un accident violent. Kolmogorova et Dyatlov essayaient probablement de rejoindre la tente lorsqu'ils périrent tous les 2.
Il faut attendre une semaine de plus pour que le corps suivant soit retrouvé. Rustam Slobodin, 23 ans, fut découvert le 5 mars, allongé face contre terre et couvert de neige. Il présentait une hémorragie interne dans les 2 tempes et une importante fracture du crâne. On ignore ce qui a provoqué cette fracture et ces hémorragies, mais les experts médicaux ont conclu que Slobodin avait probablement survécu à ses blessures pendant près d'1 heure après les avoir subies. On pense qu'il est devenu extrêmement désorienté, pris de vertige après ses blessures, puis s'est effondré au sol, encore conscient. Slobodin mourut ensuite rapidement d'hypothermie. Son corps aussi montrait des signes de déplacement post-mortem. Des mois passèrent avant qu'un membre de la tribu Mansi ne découvre un abri de fortune aménagé par les randonneurs survivants. Cette tanière représentait une ultime tentative des 4 derniers survivants pour échapper au froid glacial, mais finit par échouer. Lyudmila Dubinina fut retrouvée, son corps étendu sur une corniche naturelle, avec de l'eau courante juste à côté de son corps. Les tissus autour de ses lèvres et de sa bouche manquaient, exposant ses dents et une partie de la mâchoire supérieure. Des tissus mous manquaient ainsi sur d'autres parties de son visage, laissant apparaître l'os de la pommette à un endroit. 10 de ses côtes étaient cassées et une hémorragie massive avait eu lieu au niveau du cœur. Les 2 orbites étaient vides, signifiant que les yeux avaient été retirés. Ce n'était cependant pas cela la partie manquante de sa tête. La langue de Dubinina avait été arrachée et n'a jamais été retrouvée. Le sang retrouvé dans son estomac suggère qu'elle était vivante lorsque cela s'est produit. Sa cause de décès fut l'hémorragie dans l'oreillette droite du cœur, faisant d'elle l'une des rares victimes dont la mort ne fut officiellement pas attribuée à l'hypothermie. Semyon Zolotaryov, le membre le plus âgé du groupe, fut retrouvé un peu mieux préparé aux éléments que les autres. Il portait 3 pantalons, un long manteau par-dessus son pull, 2 bonnets, une écharpe et des bottes. Malgré une certaine préparation au froid, il périt lui aussi comme les autres. À l'image de Dubinina, Zolotaryov avait mystérieusement subi des blessures à la poitrine, entraînant 5 côtes cassées et un volet costal. Il lui manquait des tissus au-dessus du sourcil droit, laissant apparaître l'os du crâne. Il avait également une profonde entaille à l'arrière de la tête, d'où coulait du sang. Zolotaryov fut également retrouvé sans ses yeux. Sa mort fut rapidement classée comme hypothermie, malgré les blessures étranges et inexpliquées qu'il avait subies. Zolotaryov comme Dubinina avaient subi leurs blessures thoraciques alors qu'ils étaient encore en vie. Les experts médicaux conclurent que ces blessures avaient été causées par une force énorme, impossible à infliger par un autre être humain. Leurs blessures internes ressemblaient à ce que l'on verrait lors d'un accident de voiture. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne présentaient de bleus ou de marques là où la force aurait dû frapper. Ce seul point continue de dérouter les chercheurs et reste inexpliqué quant à la manière dont cela pourrait être possible. Alexander Kolyevatov fut retrouvé près de la tanière avec les autres. Bien que non idéal, ses vêtements étaient meilleurs que ceux de la majorité de ses compagnons. Cependant, on remarqua des déchirures sur sa veste et sur son pantalon. En plus de ces déchirures, des brûlures furent découvertes sur sa veste et sur ses chaussettes. Kolyevatov n'avait plus de sourcils et l'os était visible à l'endroit où il se trouvait. Son nez était cassé et son cou déformé, ce qui signifie qu'il avait probablement été brisé. Une entaille fut également découverte derrière son oreille droite. Malgré des signes évidents de lutte, l'autopsie resta vague et conclut qu'il était lui aussi mort d'hypothermie. L'imprécision de l'autopsie est assez représentative de celle des autres victimes retrouvées en mai de cette même année. Les explications apportées à leurs blessures étaient minimes et les autopsies se révélèrent très trompeuses. Nikolai Thibault Brignol était similaire à Zolotaryov dans le sens où tous deux étaient relativement mieux préparés aux éléments extérieurs. On pense depuis longtemps que Brignol et Zolotaryov se trouvaient à l'extérieur de la tente au moment où les autres ont fui, ce qui expliquerait pourquoi ils étaient déjà mieux équipés pour le froid. Brignol fut retrouvé avec des bleus sur les lèvres et sur la partie inférieure gauche du visage. Il avait saigné en interne dans l'avant-bras droit. De plus, son crâne était fracturé et fissuré sur tout le côté gauche. Ces fractures auraient nécessité une force extrêmement puissante, mais aucun dommage n'avait été fait au tissu mou en dessous de la fracture, ce qui signifie, une fois encore,
qu'un humain ne pouvait pas avoir infligé ces blessures. Après ce traumatisme, Brignoles aurait probablement été inconscient et serait décédé moins de 3 heures plus tard. Sa mort fut elle aussi officiellement attribuée à une forte puissance qui ne pouvait pas être causée par un humain. Chacune des morts survenues au col de Dyatlov semble suspecte. Tous les randonneurs avaient des bleus et des coupures sur le corps, en particulier au visage, et la plupart présentaient d'autres blessures choquantes et dérangeantes qui restèrent inexpliquées. Mais l'un des éléments les plus surprenants de cette affaire n'a pas encore été abordé. On pense que les 4 derniers randonneurs ont pris des vêtements sur certains des cadavres une fois que ceux-ci étaient morts, dans une tentative désespérée de survivre au froid extrême. Ainsi, lorsque les 4 derniers corps furent retrouvés, ils portaient tous des vêtements appartenant aux victimes décédées avant eux. On découvrit que sur ces vêtements se trouvaient des traces de radiation. De plus, de la radioactivité fut également détectée dans toute la zone du col de Dyatlov. À l'époque, on estimait qu'il n'existait aucun moyen naturel pour que cette radioactivité se retrouve sur leur corps, mais aucune explication sur la manière dont elle était arrivée là n'a jamais été fournie. Si l'on considère ces morts dans leur ensemble, rien ne semble avoir de sens. De la découpe de la tente à la marche en file indienne, en descendant la montagne, en passant par les blessures horribles et enfin la radioactivité, tout semble totalement incohérent. C'est pourquoi cette affaire est devenue l'une des plus mystérieuses de tous les temps. Et en raison de sa popularité et de son retentissement mondial, des milliers de théories ont été avancées pour tenter d'expliquer ce qui a pu provoquer tout cela. Et voici quelques-unes des plus connues. L'une des premières théories à émerger fut l'idée que la tribu locale des Mansi avait tué les randonneurs. Comme mentionné plus tôt, une tempête avait poussé les randonneurs à s'écarter de leur itinéraire pour se retrouver sur ce qui est aujourd'hui appelé la montagne de la mort ou le Kolachiakol. Cette montagne était le territoire des Mansi, et l'on théorisa qu'ils auraient attaqué les randonneurs lorsqu'ils se seraient aventurés sur leur terre. Un élément de preuve avancé pour soutenir cette théorie était le fait qu'un Tchoum Mansi, une sorte de structure symbolique, avait été trouvé à quelques centaines de mètres du campement. On disait qu'un Tchoum était une structure rituelle érigée au moment d'un sacrifice. Les Mansi auraient-ils pu sacrifier les randonneurs ou les tuer pour avoir mis le pied sur leur terre? C'est partiellement plausible. En regardant les photos prises par le groupe Dyatlov avant leur mort, il est clair qu'ils marchaient bien sur les terres de cette tribu isolée. Celle-ci n'accueille pas toujours les visiteurs à bras ouverts, donc cela aurait pu conduire à un conflit. Ce qui pourrait également appuyer cette théorie, c'est que les Mansi connaissaient cette terre mieux que quiconque. Ils auraient donc été capables d'effacer leurs traces et de mettre en scène les meurtres de manière si étrange que l'affaire ne puisse être jamais résolue. Cette théorie est très intrigante car elle permettrait d'expliquer pourquoi les randonneurs ont quitté leur tente si rapidement. Peut-être ont-ils réalisé qu'ils allaient être attaqués et ont tenté de s'échapper de la tribu. Elle pourrait expliquer aussi pourquoi ils ont marché en file indienne dans la pente. Peut-être étaient-ils conduits et obligés de le faire. En fin de compte, la théorie selon laquelle les Mansi auraient tué les randonneurs semble en partie crédible, mais à y creuser un peu, elle ne tient pas vraiment. Comment expliquer les blessures subies par les randonneurs? Le médecin légiste disait clairement que certaines de ces blessures ne pouvaient pas avoir été causées par un humain. Cela rend la théorie très improbable. De plus, l'idée qu'ils aient pu effacer chacune de leurs empreintes paraît tirée par les cheveux. Enfin, le tchoum, trouvé près de l'endroit de la disparition des randonneurs, était très probablement destiné au sacrifice d'un élan, qui aurait ensuite été utilisé comme nourriture. Cela semble confirmé par les bois d'élan posés au sommet de la structure, et l'on a pratiquement prouvé que les Mansi ne pratiquaient même pas de sacrifice humain. Avec le temps, il est apparu que les Mansi ont servi de bouc émissaire commode dans un premier temps pour expliquer ce qui était arrivé au groupe. Mais des années plus tard, cette théorie a été largement discréditée, nous obligeant à chercher des réponses ailleurs. La deuxième théorie est une tentative d'expliquer pourquoi les randonneurs ont quitté leur tente si rapidement. Pour qu'ils aillent jusqu'à pratiquement détruire leur principale protection, ils devaient être convaincus que leur vie était en danger, et ils devaient penser que ce danger arrivait si vite qu'ils devaient sortir sans prendre de provisions adéquates. Pour cette raison et compte tenu de l'emplacement de la tente, beaucoup pensent désormais qu'une avalanche a poussé les randonneurs à fuir ce jour-là.
Bien que la zone précise ne soit pas connue pour ses avalanches fréquentes, ils campaient au pied d'une montagne, ce qui signifiait qu'ils auraient pu se trouver sur la trajectoire directe d'une avalanche. Cette théorie expliquerait pourquoi les randonneurs ont tranché la tente dans l'urgence et quitté la sécurité de leur abri à peine vêtus. Pour des raisons évidentes, cela est devenu la théorie largement acceptée par beaucoup. Cependant, elle pose problème. Pour commencer, elle n'explique pas comment les randonneurs ont subi de telles blessures. Rappelez-vous, ceux qui avaient des fractures ne présentaient aucun signe de lésion tissulaire au niveau des dites fractures. C'est important car si une avalanche avait fait tomber sur eux un rocher ou les aurait projetés contre un autre, les tissus autour des os brisés auraient été gravement endommagés. Il y aurait eu au minimum des ecchymoses massives et ils auraient été complètement couverts d'égratignures de la tête aux pieds. De plus, il n'y a jamais eu le moindre signe qu'une avalanche ait eu lieu dans cette zone. Et même si c'est difficile à prouver de manière définitive, les scientifiques s'accordent à dire qu'il est peu probable qu'une avalanche se soit produite ce soir-là. Malgré le fait que cette théorie ait été pratiquement écartée, une avalanche pourrait encore jouer un rôle partiel. Peut-être que les randonneurs ont simplement cru qu'une avalanche arrivait. Peut-être ont-ils entendu un bruit assourdissant et ont-ils paniqué, coupant la tente pour fuir. Et quand ils se sont rendus compte de leur erreur, ils ont marché en file indienne vers la forêt pour trouver refuge sous les arbres. Ce scénario sonne comme plutôt rationnel, mais il n'explique toujours pas ce qui a réellement tué les randonneurs. S'ils ont cru à une avalanche et que c'est ce qui les a poussés à fuir, alors quelque chose à l'extérieur de la tente doit les avoir tués. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer de telles blessures ? Avec si peu d'éléments pour soutenir les théories rationnelles, beaucoup se sont tournés vers le surnaturel pour expliquer cette tragédie. Et le principal centre d'intérêt est souvent le Yéti. Peut-être qu'une créature massive et violente vivait dans cette région reculée du col de Dyatlov et n'a pas apprécié la présence des randonneurs sur son territoire. Cela pourrait expliquer pourquoi les randonneurs ont fui et pourrait aussi expliquer leurs blessures inhabituelles. Cette théorie n'a pas été vraiment appréciée car elle semble gratuite. Mais en creusant un peu plus, nous découvrons pourquoi elle est devenue si populaire. Comme évoqué plus tôt, plusieurs appareils photo appartenant aux randonneurs ont été retrouvés au campement. Une photographie a été prise à un moment avant la mort des randonneurs, mais globalement dans la zone où ils avaient installé le camp. Après analyse, il a été totalement prouvé que la photo est authentique, à 100%, sans trucage ou modification. Et ce qui est visible sur cette photographie prête largement à interprétation. En la regardant sans contexte, on dirait vraiment une sorte de Yéti ou de Bigfoot. D'autres jurent qu'il ne s'agit que d'un homme en tenue de neige. Et l'image est troublante, elle ne fait qu'ajouter au mystère. Cependant, malgré son apparence vaguement yétiesque, cette théorie s'effondre sur plusieurs points. Le problème le plus évident, l'absence totale d'empreintes d'un tel être. Les Yétis sont censés être des sortes de Bigfoot du froid, et pas une seule empreinte n'a été retrouvée. De plus, cela n'explique pas vraiment la radioactivité sur les vêtements des randonneurs. Mais étant donné que nous ne savons rien des Yétis, certains vont jusqu'à dire qu'ils émettent peut-être une forme de radiation. Néanmoins, en l'absence de traces et d'autres preuves concrètes que cette photographie, cette théorie reste, à ce stade, une simple hypothèse. Une autre théorie surnaturelle populaire dans cette affaire est que des extraterrestres soient responsables de la mort des 9 randonneurs. Pour commencer, des lumières brillantes dans le ciel furent observées au-dessus du col de Dyatlov la nuit de l'incident. Des chasseurs Mansi locaux affirmèrent que ces lumières ressemblaient à des sphères lumineuses et correspondaient aux descriptions modernes des ovnis. Sur le corps de Semyon Zolotaryov, un appareil photo fut retrouvé fortement endommagé par l'eau. Malgré les dommages évidents, après 3 mois passés dans le froid extrême, la pellicule à l'intérieur fut finalement développée, révélant quelque chose d'étrange. Malgré les dégradations des photographies, elle semblait montrer que Zolotaryov photographiait une sorte de forme lumineuse dans le ciel. Bien que cela puisse très bien être dû aux dommages subis par l'appareil, les partisans de la théorie des ovnis y voient la preuve que Zolotaryov photographiait des objets volants non identifiés quelques instants avant que les randonneurs ne fuient la tente. Peut-être que cette forme lumineuse non identifiée se serait ensuite dirigée vers eux et les aurait forcés à fuir. On ignore ce qui se serait produit à partir de là, mais une croyance populaire est que l'OVNI aurait plongé les randonneurs dans une sorte de transe,
les poussant à descendre la montagne en file indienne. Cela expliquerait la radioactivité et la fuite de la tente, et pourrait éventuellement expliquer les blessures retrouvées sur les corps. Après tout, qui sait quel type d'armes ou de force ces extraterrestres auraient pu avoir? Et si vous acceptez une théorie comme celle-ci, vous n'aurez peut-être aucun mal à croire que les extraterrestres auraient ensuite attaqué certains des randonneurs et les auraient tués avec des armes inconnues. Cela reste l'une des théories les plus fascinantes, mais compte tenu de son caractère hautement improbable, nous ne pouvons pas totalement y adhérer. Ceci dit, il est difficile de la rejeter complètement, tant les événements du col de Dyatlov sont inhabituels. Beaucoup ont invoqué un phénomène psychologique étrange pour expliquer la mort des randonneurs. Pour commencer, certains ont imputé toute cette situation au déshabillage paradoxal. Il s'agit d'un phénomène dans lequel une personne souffrant d'hypothermie a la sensation de brûler de chaleur. Cette sensation de brûlure amène la personne à enlever ses vêtements pour se rafraîchir, ce qui, évidemment, la conduit à la mort encore plus vite. Cette explication avait d'abord été envisagée comme la cause probable de la mort des randonneurs, car elle expliquait pourquoi beaucoup étaient si mal habillés pour le froid. De plus, les extrêmes de l'hypothermie auraient pu leur provoquer des hallucinations ou des perceptions auditives erronées, les poussant à fuir une menace qui n'avait jamais été là. À première vue, cela semble plausible, et en creusant, encore une fois, nous devons rejeter cette théorie. D'abord, les 4 derniers randonneurs ont pris des vêtements sur ceux qui étaient déjà décédés pour essayer de se réchauffer. Ensuite, un feu avait été allumé par les 2 premiers randonneurs morts sous le cèdre. Partout sur le site de l'école de Dyatlov, des signes montrent que les randonneurs cherchaient activement la chaleur et tentaient de rester en vie. De plus, cette théorie n'explique en rien les blessures subies. Pour ces raisons, il est peu probable que ce phénomène soit la cause de la mort des 9 randonneurs. Une autre théorie psychologique suggère que la zone autour du col de Dyatlov produit des vents à basse fréquence générant ce que l'on appelle une rue des tourbillons de Karman. Ces infrasons seraient susceptibles de provoquer des crises de panique chez celles et ceux qui y sont exposés. Ainsi, les randonneurs auraient entendu des sons quitter leur tente dans un état de paranoïa. Une fois en bas de la montagne, ils se seraient rendus compte de leur erreur. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Évidemment, là encore, cette théorie n'explique pas les blessures atroces et elle tombe rapidement à plat. Ces théories purement psychologiques sont difficiles à expliquer simplement parce qu'il y avait de nombreuses personnes impliquées ce soir-là. Pour que les 9 randonneurs aient tous connu le même phénomène psychologique et pour qu'ils y réagissent de la même manière, cela semble incroyablement improbable. 2 esprits ne fonctionnent jamais exactement de la même façon. L'idée que les 9 auraient collectivement agi d'une manière qui allait presque à coup sûr les tuer n'a pas beaucoup de sens. Aucun d'entre eux ne se serait rendu compte que quitter la tente était une folie, ou peut-être est-ce justement là que tout a dérapé. Peut-être que le groupe s'est disputé, ce qui a mené à une bagarre. Peut-être que certains membres sont commencé à perdre lentement la raison, tandis que d'autres restaient lucides, et que ce choc de point de vue a débouché sur une confrontation physique à l'origine des blessures légères. Les tensions auraient pu exploser lorsque la toile de tente avait été déchirée, et que le groupe s'est battu dehors, dans le froid. En prenant conscience de la gravité de leur erreur, les randonneurs auraient pu se calmer, comprenant qu'ils allaient sûrement mourir s'ils continuaient de se battre dans le froid. Ils seraient alors descendus vers les arbres pour y trouver un abri. La théorie n'est pas parfaite, et encore une fois, elle n'explique pas les blessures les plus graves. Mais la théorie parfaite semble ne pas exister dans une affaire comme celle-ci. L'une des théories les plus plausibles a été dissimulée par les autorités soviétiques. L'incident du col de Dyatlov fut initialement enterré par le gouvernement pendant près de 3 ans. Lorsque l'affaire fut enfin rendue publique, les incohérences dans les rapports et dans les autopsies étaient flagrantes. Une grande partie de ce que nous savons de cette affaire provient des premiers rapports soviétiques, ce qui signifie qu'ils auraient très bien pu déformer les informations de manière à ce que personne ne découvre jamais la vérité. Mais si c'est le cas, que cherchait-il à cacher ? En reprenant les théories précédentes, le gouvernement aurait eu raison d'étouffer une attaque de Yéti ou une attaque extraterrestre, pour des raisons évidentes. Et il est possible que l'armée soit intervenue après que le groupe eut rencontré ces phénomènes. Un membre de l'équipe de recherche affirma même qu'une paire d'empreintes de bottes militaires se trouvait mêlée à la file d'empreintes laissées par les 9 randonneurs.
Cela pourrait expliquer que les randonneurs ont été forcés de descendre de la montagne par un militaire, puisqu'ils ont été pris en charge ensuite. La dissimulation pourrait aussi concerner une théorie plus probable. L'événement s'est produit en pleine guerre froide, et la Russie tentait clairement de développer de nouvelles armes puissantes. Ces armes étaient souvent testées dans des régions reculées et désertes, comme celle de la passe Dyatlov. Peut-être que des roquettes ou des bombes étaient testées dans le secteur, et que les explosions ont terrifié les randonneurs, les poussant à fuir leur campement. Peut-être même que certains de ces engins ont frappé les randonneurs, provoquant des blessures étranges et effrayantes. Il a même été confirmé que des roquettes furent tirées en direction du col de Dyatlov par une unité militaire située non loin de là. Les responsables ont toutefois nié que ces roquettes auraient pu tomber près du groupe. Quoi qu'il en soit, l'idée que les soviétiques aient joué un rôle au moins dans la dissimulation de l'incident semble tout à fait plausible. Mais une question demeure, pourquoi ? Malgré les innombrables théories avancées pour expliquer cet événement, aucune ne semble résoudre tous les aspects de l'affaire, et il est possible qu'en raison des rapports incomplets ou biaisés de l'époque soviétique, la vérité sur ce qui s'est passé ne doit jamais être totalement connue. On peut espérer qu'un jour de nouvelles preuves émergeront et feront éclater l'affaire au grand jour. Mais jusqu'à maintenant, l'incident du col de Dyatlov restera comme l'un des plus grands mystères que le monde ait jamais connu. Intervenes. Oh? Somebody say that this game is dirty with mods. I feel like that could be said about any game in the existence of gaming. What the fuck? Sinem. Holy shit! Are you thirsty, dead woman? Shall I cut you down from that corpse tree? Oh, I thought this water jug was his ass. Damn! You civilized women. Smash? Your lives are not nailed to your spines. Damn. I feel like you guys would smash. Dang. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs.